effectivement au titre du réseau national des projets alimentaires territoriaux, qui met en réseau, en fait, je vais vous le présenter, mais tous les acteurs impliqués dans l'alimentation sur les territoires, et permet d'échanger autour de ces expériences, de ces démarches au niveau national. Donc ce RNPAT est effectivement piloté par la structure dont je fais partie, Terres en Ville, copiloté par Terres en Ville qui en est le chef de file, et l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, l'idée étant bien évidemment de mettre en relation le monde des collectivités territoriales, celui des chambres d'agriculture, mais aussi des acteurs de différents mondes, le monde de l'État et des collectivités, le monde des acteurs économiques, la société civile et le monde de la recherche et de l'enseignement. Et tous ces acteurs proviennent de différents champs de l'alimentation. Donc l'économie alimentaire, le champ culturel et gastronomique, le champ de la nutrition et de la santé, le champ de l'accessibilité sociale, une alimentation de qualité pour tous, le champ de l'environnement et le champ de l'urbanisme et de l'aménagement. Et donc l'objectif est de mettre en réseau les acteurs de ces différents champs, de ces différents mondes, pour favoriser la co-construction de projets alimentaires territoriaux. Donc ce RNPAT, pour faire une rapide introduction là-dessus, en est à la saison 1, c'est donc achevé en 2018, a permis de mettre en place des premiers éléments, de produire des premières analyses de ces démarches alimentaires territoriales et de produire un peu des outils pour aider les acteurs à les mettre en place. Donc on a quelques outils qui sont en consultation libre juste à l'entrée, notamment sur une démarche de co-construction d'un projet alimentaire territorial et un document par exemple sur la construction d'une stratégie de financement pour les projets alimentaires territoriaux, étant donné que c'est un sujet c'est assez délicat et donc une démarche est proposée. Le RNPAT en est donc à sa saison 2, je passe très rapidement là-dessus, qui vise à approfondir ces projets, à approfondir certaines thématiques, et notamment systématiser au niveau du territoire national l'analyse de ces démarches, et à innover dans certains champs qui sont apparus, comme les liens entre urbanisme et alimentation, par exemple, ou la question de l'accès social à l'alimentation, mais aussi d'approfondir la question sur laquelle je reviendrai, de la cohérence entre les échelles territoriales en matière de démarche alimentaire. Donc je rentre dans le vif du sujet, les projets alimentaires territoriaux. Je vous pose très rapidement le contexte, je fais un rapide point historique, un peu en mode express, sur la territorialisation de l'alimentation, des politiques alimentaires, qui intervient suite à des évolutions qui sont intervenues à partir des années 70, au niveau des politiques agricoles et alimentaires. D'abord à travers les crises du système agricole et alimentaire, les crises de l'agro-industrie, crise environnementale, crise du point de vue de la santé, crise sociale, crise économique, l'émergence dans les milieux militants notamment de la revendication de l'agriculture paysanne, l'émergence des circuits courts qui visent à répondre à ces crises, la mise en place de politiques agricoles périurbaines au niveau des collectivités territoriales qui se réapproprient leur agriculture, et puis la mise à l'agenda dans le débat sociétal de l'agriculture et de l'alimentation, et donc l'irruption de la société civile dans ce débat, les citoyens veulent se réapproprier leur alimentation. Et puis un contexte un peu plus, au-delà des seules politiques alimentaires, un contexte un peu plus large, la nouvelle injonction au développement durable, les limites des injonctions nationales, des injonctions politiques nationales, et le mouvement plus global de décentralisation. Et puis l'apparition de l'avantage un peu concurrentiel du local. Ce qui donne lieu donc à un changement de paradigme, on peut dire, dans les politiques publiques, avec un phénomène de territorialisation de l'agriculture, à travers les plans locaux d'agriculture par exemple, et de l'alimentation, donc à travers un certain nombre d'événements, de démarches, j'ai mis quelques exemples, et puis finalement, ce au niveau des territoires, et puis finalement l'émergence du dispositif projet alimentaire territorial, qui apparaît donc avec la loi pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt de 2014. Donc ce dispositif, selon comme il est défini dans cette loi, vise à rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs, et à développer l'agriculture sur les territoires et la qualité de l'alimentation. Donc on voit dans cette définition que c'est un dispositif
vise à développer une agriculture de proximité, une alimentation de proximité, mais pas seulement, puisque le PAT cherche aussi à prendre en compte les différents champs du système alimentaire territorial. Donc je pense à l'environnement, à l'économie, à la dimension sociale, à la dimension santé, à la dimension d'aménagement, et à favoriser la synergie entre ces différents aspects qui sont ceux de la flore que j'ai présenté au début. Ce dispositif, en termes de gouvernance, est élaboré de manière concertée et à l'initiative d'une large gamme d'acteurs territoriaux. Donc je vous présenterai les acteurs des PAT, mais acteurs économiques, acteurs associatifs, collectivités, et s'appuie sur un diagnostic partagé entre ces acteurs, sur une contractualisation entre eux et une instance de gouvernance commune. Donc très rapidement, quand on parle de PAT, on parle effectivement de PAT labellisés, reconnus officiellement par le ministère ou bénéficiant de crédit, mais aussi de démarches alimentaires territorialisées qui ne se réclament pas forcément de ce dispositif. Donc actuellement, on en aurait exactement 173 selon le recensement en cours du RNPAT. Dans les faits, les régions ont fait remonter qu'il y en aurait certainement un peu plus, environ 190. Pour conceptualiser un peu tout ça, on a identifié deux grandes familles de PAT. La première étant le PAT agri-alimentaire et le second étant les PAT alimentaires. Vous savez, deux fois alimentaires, en fait les PAT alimentaires prennent en compte plus de champs de la flore que vous avez à nouveau ici. Donc le PAT agri-alimentaire, en fait, l'idée c'est des PAT qui partent plutôt du côté du producteur, du côté des agriculteurs, et on va en avoir trois sous-types. Donc le PAT dit agri-alimentaire ponctuel, qui est vraiment concentré, c'est en fait les premiers PAT concentrés sur la restauration scolaire, sur l'approvisionnement local de la restauration scolaire. Ensuite, on a les PAT agri-alimentaires de type offre, qui pendant longtemps étaient les plus courants, qui visent à partir de l'approvisionnement local de la restauration scolaire, à développer donc une production locale de qualité pour la valoriser aussi au-delà de la restauration collective dans d'autres types de circuits de proximité. Et puis on a le PAT agri-alimentaire type transition. Donc ça c'est un peu une nouveauté conceptuelle du RNPAT qui est axé sur le développement de la production biologique ou à bas impact. C'est le point de départ en fait de ce type de démarche qui entraîne donc une transition du système alimentaire. Voilà, donc ça, on peut partir de la restauration collective, mais on est vraiment axé sur la production biologique. Et enfin, donc, on a le PAT systémique qui lui part plutôt du côté du mangeur, et en général, ce sont des PAT qui font une entrée par le social, l'accessibilité sociale à une alimentation de qualité pour tous, en lien avec la santé. Les deux champs étant souvent liés. Donc, pour vous citer quelques exemples d'actions possibles, pour entrer un peu plus dans le concret, par domaine d'action, sur les PAT agri-alimentaires, donc le domaine d'action principal, c'est celui de l'économie agricole et alimentaire et des filières alimentaires. Donc on va voir effectivement, généralement on va partir de la restauration collective, et puis on va chercher à développer l'offre de proximité, à soutenir les circuits courts à travers par exemple les marchés de plein vent, le soutien à des boutiques de producteurs, et puis on va aller vers le soutien à des outils structurants pour les filières. Donc typiquement des légumeries, abattoirs, travail sur la logistique. Et généralement, donc j'y reviendrai, mais c'est la collectivité qui est porteuse du PAT, qui va être dans une posture d'accompagnement de ce type d'outils, qui vont être portés parfois par un autre porteur de projet. Ensuite, on va vers le champ de l'environnement, à travers principalement dans ce type de PAT la lutte contre le gaspillage alimentaire en général en restauration collective. Et puis, on favorise le développement de l'agriculture biologique ou d'une agriculture bas impact, une agriculture de qualité. On va jouer aussi sur le fil de l'éducation à l'alimentation en restauration collective que vous avez notamment présenté tout à l'heure. Et puis, on va aussi aller du côté du champ de l'aménagement et l'urbanisme, mais en se concentrant en général sur la préservation des terres et l'aide à l'installation agricole, donc le développement de l'activité, développement et préservation de l'activité. Dans les PAT dits alimentaires ou systémiques, un type d'action possible, donc on va dans le champ aussi de l'économie alimentaire, je n'en viens pas, on va aller du côté de la culture et de la gastronomie. En particulier, c'est un constat qu'on a fait sur les territoires touristiques, parce qu'on va chercher à valoriser les productions emblématiques. Ça va se concrétiser dans des marques de territoire, dans la valorisation de produits du patrimoine alimentaire, à travers des événements. On a eu, je vais te présenter tout à l'heure l'exemple rapidement du Nantes Food Forum par exemple,
et puis en travaillant avec un travail d'accompagnement auprès des acteurs de l'artisanat et de la restauration. Le champ de l'accessibilité sociale est très investi, il est souvent lié à celui de la santé et de la nutrition, comme je l'ai dit. Donc à travers l'éducation à l'alimentation, mais aussi à travers des actions ciblées vers des publics précaires. Donc on a le typique, le défi famille alimentation positive. Et puis on a par exemple le projet alimentaire territorial de Terre de Lorraine, qui met en place une sorte de gouvernance centrée sur les personnes en situation de précarité, et ce sont elles qui vont être amenées à définir les actions. On va aussi dans le champ de l'environnement, à travers la favorisation de l'agriculture biologique, parfois en lien avec la préservation de l'eau, c'est un sujet montant. À travers la logistique, considérant que une logistique de proximité a moins d'impact environnemental, et puis à travers la réduction du gaspillage alimentaire. Et puis on est dans le champ de l'urbanisme, de l'aménagement et de l'urbanisme, mais on va au-delà justement de la préservation du foncier et de l'aide à l'installation agricole. On va vers des choses comme la recréation de micro-ceintures vertes, par exemple l'installation d'un maraîcher par village, et puis on va vers la planification alimentaire. Donc on cherche à identifier les zones de production, mais aussi les commerces, les zones de transformation, de logistique, et à aménager le territoire, en fait, à voir comment le territoire est aménagé par l'alimentation, et à voir comment il peut être mieux aménagé pour favoriser une alimentation durable. Et puis on a tout ce qui concerne aussi la résorption des déserts alimentaires urbains et ruraux, donc l'identification des zones dans lesquelles les consommateurs n'ont pas facilement accès à des points de consommation alimentaire de qualité, et on cherche à résorber ces déserts alimentaires. Rapide exemple de PAT systémique, le PAT de Douaisis Agglomération, qui en fait se structure, je vous fais très rapidement, en trois parties. Mais le PAT englobe bien ces trois parties. Donc il y a une partie AgriCAD. Alors CAD, ça correspond à la communauté d'agglomération du Douaisis, qui va vraiment concerner les actions agriculture locale. Une partie BioCAD qui vise à favoriser la production et la consommation de produits biologiques. Et puis une partie AlimCAD vraiment centrée sur la santé publique et sur l'accessibilité à tous à une alimentation de qualité. Mais cet axe a été travaillé vraiment à part entière. Sur la gouvernance des PAT, depuis son élaboration jusqu'à la mise en œuvre. Donc, rapidement, un petit point sur les acteurs qui peuvent être impliqués dans les PAT. Donc, les acteurs, l'État et les collectivités. La plupart du temps, c'est un territoire de projet qui est animateur, porteur du PAT. Ça peut être une intercommunalité, ça peut être un pays, un PETR, une commune, voire il y a des départements. On a dans les PAT des acteurs du monde économique, donc les acteurs du monde agricole, les chambres, mais aussi les structures de développement agricole, le monde agricole alternatif, les producteurs eux-mêmes, les autres consulaires, et puis les entreprises de l'agroalimentaire, qui ne sont pas faciles à impliquer, mais qui sont impliquées dans certains PAT, donc sur toute la filière. On a le monde de la recherche et de l'enseignement, certaines universités qui sont impliquées dans des PAT, que ce soit en phase de diagnostic ou en phase d'évaluation, par exemple. Et puis on a le monde de la société civile, à travers les associations, et la question de l'implication des citoyens eux-mêmes, qui n'est pas évidente à traiter. Donc le RNPAT en saison 1 a proposé une démarche de projet en 6 étapes pour l'élaboration du PAT, comprenant donc la structuration d'une gouvernance. Rapidement, donc, cette démarche préconise tout d'abord d'installer la maîtrise d'ouvrage en interne, ce qui implique de faire un peu un état des lieux de ce qui se passe au niveau du porteur de projet en termes de transversalité interne, l'alimentation étant un sujet transversal. On met ensuite en place, avec les acteurs extérieurs à la collectivité, une gouvernance initiale, on cherche à les impliquer, à les mobiliser, puis on réalise avec ces acteurs l'état initial, donc le premier diagnostic, qui va ensuite permettre de construire la stratégie, donc avec orientation et programme d'action. On formalise cette stratégie à travers un document type charte, et puis on met en œuvre en prévoyant l'évaluation des actions qui vont être mises en œuvre. Donc pour rentrer plus précisément dans les instances, en termes d'instances, j'ai évoqué le maître d'ouvrage, donc 84% des PAT, voilà, c'est la collectivité ou un territoire de projet qui est chef d'orchestre, mais pas seulement, voilà, qui va pouvoir accompagner des actions aussi, comme je l'évoquais tout à l'heure. Ensuite, on a 3 types de gouvernance, selon leur degré d'ouverture, mais les instances ne s'excluent pas les unes les autres, c'est-à-dire qu'on peut avoir ces 3 types de gouvernance ou ces 3 types d'instances dans un même PAT.
Donc on a certains PAT qui se contentent entre guillemets voilà, d'une commission ou d'un groupe d'élus en interne qui va traiter la question agricole alimentaire. On a un autre type de PAT qui va avoir un comité de pilotage agroalimentaire, souvent c'est collectivités chambres. Mais ça peut être ouvert au monde agricole, voilà, au monde agricole alternatif par exemple. Et puis on a un troisième type plus ouvert, type comité de pilotage multi-acteurs, donc là qui va impliquer des acteurs vraiment de tous les champs de l'alimentation. Et on a les modèles type conseil local de l'alimentation, par exemple Bordeaux Métropole essaie de mettre ça en place, le Pays des Châteaux aussi. On va avoir plusieurs collèges d'acteurs tout au long de la filière, donc acteurs de la production, transformation, logistique, acteurs du monde associatif, qui vont être force de proposition d'action, évaluer les actions, et donc qui vont être présents en élaboration, en mise en œuvre. Et un point à soulever, on note le rôle notable des conseils de développement. Alors je passe à une question qui sera tout à fait susceptible de vous intéresser, qui est celle de la coopération interterritoriale et de l'articulation des messages. C'est vraiment un sujet émergent. Et puis là, on a vu qu'il y a des communes qui sont intervenues, des intercommunalités. On est dans le cadre d'un pays. Et effectivement, on a vu la diversité des potentiels porteurs de PAT. Donc le PAT est en fait un dispositif qui s'inscrit à plusieurs échelles et avec un certain nombre d'acteurs. Donc d'abord, comme j'ai dit, surtout à l'échelle des territoires de projet. Donc on a les intercommunalités, mais on a aussi les pays, les pôles d'équilibre territorial et ruraux, et les parcs naturels régionaux qui sont beaucoup, enfin il y a de plus en plus de parcs naturels régionaux qui s'impliquent dans des démarches de PAT, étant donné la transversalité des thématiques dont ils ont la responsabilité. Et donc aussi quelques communes, quelques structures interterritoriales type pôle métropolitain, quelques départements. Et c'est un véritable point de vigilance puisque ça pose la question de la bonne échelle du projet, notamment en termes d'approvisionnement, de bassin de consommation et de bassin d'approvisionnement. Et généralement, on s'aperçoit que les limites administratives ne collent pas, ne répondent pas à cette bonne échelle si on raisonne en termes d'approvisionnement. On a la question de l'articulation des échelons et des compétences, ne serait-ce qu'entre un EPCI, une intercommunalité et ses communes, sachant que les communes vont avoir la compétence sur le foncier, sur la restauration collective. Et puis, de plus en plus, se pose la question d'articuler entre, par exemple, l'échelle d'un SCOT et l'échelle d'intercommunalité, l'échelle d'un pays, l'échelle d'un PLTR et ses intercommunalités. Et ce qui rejoint la question de la bonne échelle de projet. Donc il y a un travail en cours au niveau de Terres en Ville et du RNPAD sur la question des coopérations interterritoriales dans les stratégies agricoles et alimentaires, qui recoupe l'ensemble de ces questions. Et pour revenir sur un peu deux types de coopération, donc on va avoir les coopérations entre deux ou plusieurs territoires contigus, ou en tout cas peu éloignés, dans une logique urbain-rural, bassin de production, bassin de consommation. Touche Métropole, par exemple, travaille avec le pays Porte de Gascogne, qui est un territoire plus rural. Et puis on va avoir la coopération au sein d'un territoire, disons, supra, comme un pôle d'équilibre territorial et rural, un pôle métropolitain, qui va porter une stratégie ou une démarche un ensemble de démarches agricoles et alimentaires. Et je pense par exemple au pôle métropolitain Lyon-Saint-Étienne, qui a mis en place avec ses intercommunalités membres une charte agricole, et qui s'est engagé sur un certain nombre d'objectifs communs, avec notamment en termes de préservation des terres et de l'activité agricole, avec ces intercommunalités, et qui aujourd'hui réfléchit à y intégrer aussi des grands objectifs communs en matière de stratégie alimentaire, sachant que plusieurs de ces intercommunalités se sont engagées dans un projet alimentaire territorial. Donc voilà un peu, je conclue là-dessus, avant de laisser la parole au territoire.